Très heureux je suis de vous retrouver, fidèles amis de Week Echo. Merci de prendre le rendez-vous dominical. Aujourd'hui, on aborde une préoccupation dans beaucoup d'établissements scolaires au Bénin, tant le nombre de cas recensés chaque année est important. Ce sont les grossesses en milieu scolaire. Pour le compte de l'année 2019, on dénombre près de 1200 cas de grossesse. Le phénomène est si préoccupant tant son lot de conséquences néfastes sur la santé et le devenir de la jeune fille constitue aujourd'hui une entrave au développement. Le problème des grossesses dans le système scolaire béninois sera le sujet du décryptage avec les confrères. Et puis, savez-vous ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises? C'est une démarche qui constitue un véritable levier de performance et de développement pour les entreprises. Non seulement c'est une dynamique synonyme de compétitivité et d'innovation, mais la RSE est avant tout un atout de performance économique. Un spécialiste de la promotion de la responsabilité sociétale de l'entreprise nous dira de façon plus détaillée en quoi la RSE est une opportunité pour les entreprises. Et voilà donc pour le menu de ce premier numéro du mois de novembre. Et comme vous le savez, le premier arrêt qu'on marque d'habitude, c'est le mini-journal. À la présentation, Alessandra Jotan. Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. L'agriculture est aujourd'hui l'un des secteurs sur lesquels le développement et la croissance de l'Afrique reposent. Le Bénin n'en fait pas exception et les gouvernants misent sur ce secteur pour booster l'économie nationale. C'est pour cette raison que la phase 2 du programme Approche communale pour un marché agricole ACMA 2 a lancé 2 plateformes au profit des acteurs économiques et agricoles du Bénin. Daniel Sosa et Bénédicte Kouassou pour le reportage. Comment innover pour l'agriculture béninoise? Cette problématique, chère aux acteurs du secteur agricole, les a poussés à mettre en place le programme dénommé Approche communale pour le marché agricole au Bénin, phase 2. Un programme dont l'ambition est de mettre en avant les solutions technologiques et innovantes favorables à l'éclosion de l'agriculture au Bénin. La finalité du programme est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales à travers l'accroissement des revenus des acteurs économiques directs, producteurs, productrices, transformateurs, transformatrices et des commerçants et commerçantes. Des pôles d'entreprises agricoles avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes dans 28 communes réparties dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des Collines. Et pour arriver à ces étapes, 2 plateformes ont été officiellement lancées. Le système d'information sur les marchés agricoles SIM et le système d'information et de la formation technique SIFT. Des programmes conçus pour mettre à la disposition des acteurs économiques agricoles les informations sur le marché, les bonnes pratiques, les informations sur le climat et bien d'autres solutions pouvant contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et des revenus. La territorialisation du développement agricole, ça passe par la création des pôles de développement, zones de concentration des efforts, pour respecter la logique territoriale et la logique filière. La modernisation des outils de travail. À ce niveau, 2 points essentiels. La mécanisation et la digitalisation. La facilitation de l'accès aux semences, intrants et marchés pour la promotion de nouvelles filières agricoles. Vous comprenez pourquoi ACMA 2 a des raisons d'être absolument en contact avec le ministère en charge de l'agriculture. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que mes équipes et moi-même avons accueilli cette initiative du programme ACMA 2, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près de Bénin. Des dispositifs technologiques qui permettront de booster l'agriculture béninoise, laquelle occupe 28% du produit intérieur brut et 77% des exportations en 2019 selon l'INSAE.
une place de choix dans la croissance du Bénin. Eh bien, comme vous le savez, l'eau est un élément clé pour une bonne réussite en agriculture. Comment assurer une bonne gestion des ressources en eau dans un contexte de décentralisation? La question préoccupe plus d'un et fait d'ailleurs l'objet d'une thèse de doctorat pour Isabelle Dossou, puisque c'est l'impétrante dont il s'agit. Les modèles endogènes sont les idéaux pour assurer une bonne gestion des ressources en eau. Ces recherches ont porté sur la commune d'Abomey-Calavi. Les détails dans ce reportage. Au nombre des denrées les plus importantes et indispensables pour l'homme, on retrouve l'eau. L'accès à l'eau figure parmi les objectifs de développement durable, dont l'objectif numéro 6 vise en effet un accès universel à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Des ressources en eau, la commune d'Abomey-Calavi en dispose de plusieurs. De façon classique, il existe à Abomey-Calavi 3 types de ressources en eau. Il y a les ressources, les eaux atmosphériques, qu'on appelle les pluies, et nous avons les ressources en eau superficielle, c'est-à-dire les cours d'eau, les plans d'eau, et nous avons les ressources en eau souterraines. Autant de ressources en eau dont la gestion n'est cependant pas sans contrainte. Vous savez, vous pouvez mobiliser de l'eau depuis pendant quel temps? Encore faudrait-il disposer d'un certain nombre de moyens pour le faire. Mais si c'est de l'eau souterraine, il faut pouvoir aller la chercher là où elle est. Puis, les eaux de surface, les contraintes majeures qui sont liées à ces eaux de surface, c'est qu'elles sont généralement exposées à toute forme de pollution. Et pour pallier ces nombreuses difficultés d'alimentation en eau, Isabelle Dossou s'est intéressée aux modèles endogènes de gestion des ressources en eau dans le contexte de la décentralisation. Un thème choisi pour sa thèse de doctorat qu'elle présente ici, devant un jury aussi bien physique que virtuel. La gestion traditionnelle, c'est une gestion que nous devons valoriser, tout simplement selon moi, parce que c'est pour assurer la protection des ressources en eau. Par exemple, nous pouvons citer la conservation de l'eau dans les jarres, la récupération de l'eau de pluie par les citernes, etc. Les recherches sont faites dans 9 arrondissements de la commune avec pour échantillon 400 chefs de ménage. Le but, réveiller les consciences des autorités face à cette problématique de taille qu'est la gestion des ressources en eau afin d'assurer la disponibilité conséquente d'une eau de qualité. C'est maintenant à l'autorité, au niveau local, de profiter de ces outils mis en place par Dr Dossou, Isabelle, pour pouvoir gérer autrement les ressources en eau. La commune peut mettre en place un système de gestion moderne de ces ressources, de manière à assurer la pérennité de la disponibilité de ces ressources pour faciliter l'accès à l'eau à toute la population. Le bien-être et le développement de la population étant important, le travail d'Isabelle a été accepté et a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Le pagne revêt une importance capitale dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Cela n'est plus à démontrer. Il fait également partie des éléments qui différencient l'Africain des autres cultures. Découvrons quelques motifs de pagnes africains dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant, parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans.
Mais si aujourd'hui le panier africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pailles qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne aux pailles. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre existence parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pain qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pain qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Madame, Monsieur, c'est l'essentiel à retenir de ce tour d'horizon de l'actualité sur Wikeko. L'émission se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et bien évidemment, Wikeko se poursuit ici et c'est à présent la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Wikeko. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine et c'est le quotidien de service public La Nation qui nous signale que le bal des ministères sectoriels a démarré devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane a défendu devant la dite commission le projet de budget de son département gestion 2021, lequel est établi à 13 milliards 814 178 000 francs CFA et en baisse par rapport à celui de 2020. Même information dans la presse du jour qui précise que ce budget de près de 14 milliards va permettre de dynamiser la veille stratégique, de restructurer le système statistique national, d'accélérer la mise en œuvre des ODD ainsi que la transition démographique pour la capture du dividende démographique. Le Progrès, quant à lui, nous informe que le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, a exposé les grands chiffres du projet de budget de l'État 2021 aux députés. Ce projet de budget est évalué à plus de 2 452 milliards de francs CFA. Outre l'allègement fiscal, le projet de loi de finances en question ambitionne de consolider les investissements avec une politique budgétaire plus lisible et orientée vers l'investissement et le social. Une priorité sera également accordée en 2021 à la dématérialisation des procédures et à l'appréhension des niches fiscales. Plus de 579 milliards de francs CFA sont prévus pour le compte du projet de programme d'investissement public PIP, mentionne le quotidien La Nation. Selon les explications du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane devant la commission budgétaire du Parlement, 20 nouveaux projets seront mis en œuvre en 2021, en plus des 210 projets actuellement en exécution, soit au total 230 programmes de développement. L'événement précis abonde dans le même sens et fait remarquer que l'objectif visé à travers le PIP 2021 est de mettre en place les conditions de relance rapide de l'économie, prioriser l'achèvement des chantiers en cours de réalisation et relancer ceux en souffrance par l'apurement de tous les décomptes. À en croire le quotidien, le document présenté aux députés dévoile quelques projets majeurs dont les chantiers seront ouverts aussitôt le projet de loi de finances 2021 adopté.
Sur un autre plan, l'événement précis titre « Enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel », plus de 800 000 emplois générés par le PAG en 4 ans et mentionne que l'information a été rendue publique par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE sur BBC Afrique. La nation donne la même information et souligne que le gouvernement a misé sur une politique qui consomme la main-d'œuvre en qualité et en quantité. Fraternité qui précise que ces emplois ont été créés entre avril 2016 et juin 2020 note que l'informel se taille la part du lion avec 596,844 emplois dont notamment 38,9% dans l'agriculture et 19,3% dans le commerce. Pour finir, la nation annonce une nouvelle gouvernance pour les rizeries de Malanville et Glazoué. Dans le souci de booster le rendement, le Conseil des ministres, en sa séance du 11 novembre, décide de mettre les 2 usines en concession. Leur gestion est attribuée à Premium Rice Mill Industrie Limited. Pour Fraternité, la société va travailler à labelliser le riz béninois et à lui assurer un emballage répondant aux normes en la matière. Fin de cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. Comme je l'évoquais à l'entame de cette émission, on évoque avec les confrères la question des grossesses en milieu scolaire. Chaque année, les chiffres donnent presque le tournis. Grossesse en milieu scolaire, un phénomène récurrent dont nous posons la problématique ici sur ce plateau avec les confrères. Isabelle Ochoumare, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. À côté de Isabelle, Adjaï Ponon, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Adjaï, bonjour. Bonjour Louvaïus. Merci d'être là. Bonjour. Alors Adjaï, le sujet refait surface presque chaque année. Dès qu'il y a la rentrée scolaire, on redoute les cas de grossesse scolaire. À votre avis, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ce phénomène-là? Les causes donc, des grossesses en milieu scolaire sont nombreuses. Vous voyez, il y a déjà l'environnement dans lequel nous sommes, avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Les enfants ont désormais accès à toute forme de contenu sur les réseaux sociaux. À côté de cela, et le plus important même, c'est la démission parentale. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société, on constate de plus en plus que les parents n'ont pratiquement plus le temps pour leurs enfants. Donc, les enfants sont là, les enfants sont nés, on les met à l'école et puis bon, on s'occupe d'autres choses. Donc, on est beaucoup plus occupé par les activités génératrices de revenus ou bien le travail et les entreprises qu'on crée. Donc, toutes ces activités-là ne permettent pas aux parents de vraiment s'occuper des enfants. Et à côté de cela aussi vient aussi le fait que le sexe demeure toujours un tabou. Un sujet tabou. Ouais. Il demeure beaucoup un sujet tabou dans notre société parce que notre société est beaucoup plus une société traditionnelle. Ouais. Donc les parents ne savent pas au fait comment aborder cette question-là avec les enfants. Vous allez parfois dans certaines familles, quand tout le monde est à la maison en train de regarder la télé, quand viennent ces parties-là où vous commencez, il y a les ébats qui commencent à s'annoncer. Là, certains parents éteignent carrément la télé puis on demande aux enfants, bon, allez, il est temps de rentrer dans vos chambres et d'aller vous coucher ou bien d'aller chercher vos cahiers. Oui. Alors qu'au contraire, il faut que dans notre communauté, nous apprenons à discuter de cela avec les enfants. Maintenant, concernant les enfants eux-mêmes, notamment les filles, c'est la question aussi de la curiosité. Il y a cette curiosité-là parce qu'avec la période pubertaire, l'enfant veut se découvrir, il veut mieux se connaître lui-même, mais il veut aussi connaître l'autre. Et donc, les enfants n'arrivent pas à gérer cette période pubertaire-là, à savoir se contenir. Donc, les filles sont appelées à aller à la découverte de ce que c'est que la sexualité. Et encore qu'on n'en parle pas à la maison. Donc,
elles sont exposées à tout. Et quand elles tombent sur des gens qui ne sont pas vraiment responsables, qui ne savent pas aussi de quoi il s'agit, ou même quand elles sont à l'école et que leurs camarades aussi leur disent ce qu'elles voient sans aller au fond des choses, voilà, on est exposé à tout cela. Et l'autre chose aussi, il y a aussi de plus en plus, les enseignants sont aussi de plus en plus jeunes. Les enseignants qui encadrent ces filles-là vous dans, pensez que dans les les collèges. enseignants sont jeunes? Oui, quand vous allez dans une école, par exemple, et qu'une fille, vous savez que l'éducation est beaucoup sur le terrain. Donc, quand vous allez dans une école et qu'une fille vous dit, de façon confidentielle, que la fois dernière, c'est l'enseignant qui m'a appelé dans la salle. Quand je suis allé, il s'est carrément déshabillé, les récents calcifiés, il a demandé de l'embrasser. Il a fallu que je fasse semblant d'avoir l'envie de vomir ou bien le torticolis, comme si je m'étouffais pour qu'il me laisse m'en aller. Quand vous entendez ça dans une école, c'est parce que l'enseignant est jeune. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là et c'est vraiment beaucoup de choses à prendre. On va revenir sur, plus en détail sur les exemples que vous donnez là. Isabelle Ochoumaré, Adjaï fait si bien de planter le décor. Il y a la question il a évoqué le sexe qui demeure toujours tabou. Et il y a également la dépravation des mœurs aujourd'hui avec le numérique dont tout le monde a accès. Oui, exactement. Aujourd'hui, la rue, les médias sont des figures de professeurs, des adolescents et jeunes. Parce que, comme il a évoqué, il a parlé de démission de certains parents. Les parents n'ont pas toujours le temps de dialoguer avec leurs enfants parce qu'aujourd'hui, et la femme et l'homme travaillent. Avant, la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde doit contribuer au développement. Il faut également que les femmes travaillent, mais ce n'est pas sans conséquence sur la famille. Et là, ce sont les enfants qui en pâtissent. Les parents n'ont pas souvent le temps de discuter avec leurs enfants. Parfois, ils rentrent très tard et l'éducation de ces enfants est parfois confiée aux aides ménagères, des aides ménagères qui sont parfois aussi des enfants. Donc, un enfant qui éduque un enfant, un autre, imaginez ce que ça peut donner. Donc, c'est finalement la rue qui éduque les enfants, les camarades. Donc, du coup, en fait, les adolescents aujourd'hui n'ont pas la bonne information, la vraie information, parlant bien sûr de la sexualité. Alors, à votre avis, qui, dans un tel environnement, qui des parents de l'école a démissionné, a failli à son devoir? Bon, moi, je dirais que c'est des deux côtés, les responsabilités sont partagées. Les parents ont un rôle important à jouer. L'école également, parce que là, il va falloir réellement introduire l'éducation à la santé sexuelle et reproductive dans les curricula de formation. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a quand même une phase pilote dans certaines écoles, mais il faut en faire davantage, il faut trouver les manières pour davantage introduire l'éducation à la santé sexuelle et reproductive dans les curricula de formation. Même les enfants qui sont au primaire, on peut aussi trouver des manières, des mots, je vais dire, pour leur parler de la sexualité, parce que de petits enfants aujourd'hui, de petites filles sont violées. Donc, on peut trouver de petits mots pour leur parler de la sexualité. Ton sexe, c'est un trésor. Personne ne doit toucher à ça. Si un tonton touche à ça, il faut en parler. Déjà, il faut mettre les enfants en confiance pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent parler à leurs parents s'ils sont confrontés à des difficultés. Mais souvent, comme il a dit tout à l'heure, malheureusement, le sexe continue d'être un sujet tabou dans certaines familles. Mais ce que vous dites, l'éducation sexuelle à l'école ne constitue pas également une autre façon de dépraver l'enfant. Parce que quand on commence très tôt à en parler de sexe avec l'enfant, c'est aussi une façon de le pousser à la curiosité. Pas vraiment. Du coup, aujourd'hui, les enfants ont accès à Internet. Donc, c'est pas parce qu'il y a l'éducation à la santé sexuelle et reproductive à l'école que ça contribuera à leur dépravation. Aujourd'hui, les enfants ont accès à Internet.
les parents ne sont pas toujours là pour encadrer l'utilisation, l'usage qu'ils en font. Donc du coup, parfois, les enfants consultent les sites ISL et autres. Donc du coup, moi, je ne dirais pas que ça constituerait une source de dépravation. Durant votre cursus, vous avez été victime de cas, comme il a dit tout à l'heure à Djei, de professeurs qui tentent on va dire ça comme ça, harcèlement de la part des professeurs. Et vous y arrivez moi, personnellement, non, mais dans mon entourage, oui, j'ai eu des camarades qui en ont été victimes. C'est une réalité aujourd'hui dans nos écoles. Ouais. On ne peut pas nier cela, mais quand il dit que c'est parce que les enseignants sont de plus en plus jeunes, moi je me dis, mais est-ce que les enseignants, même aujourd'hui, on a même des personnes, des hommes qui sont très âgés, violent de petites filles. Ouais. Donc le problème, ce n'est pas l'âge. Alors, Djei, la question, elle a évoqué la question de l'intégration de l'éducation sexuelle à l'école. Elle demeure encore un défi aujourd'hui, même s'il y a eu cette phase pilote. Il y a encore des réticences à aller vers cette option-là. Vous voyez, c'est une question sensible. C'est un sujet sensible parce que, quand vous dites éducation à la santé sexuelle, il y a l'action gouvernementale qui est là, mais il y a aussi l'action parentale et dans notre environnement, comme je l'ai dit, fortement traditionnel, il y a aussi les religions traditionnelles, mais il y a aussi les religions importées. Et donc, parler d'introduction de l'éducation à la santé sexuelle à l'école, c'est une bonne initiative. Et même, c'est grâce même aux actions, par exemple, c'est l'Institut national de la formation et du renforcement de capacité des formateurs, l'INIFR, du ministère de l'enseignement secondaire, qui porte cela. C'est une bonne initiative. Mais vous voyez, quand nous, éducation, nous avons mené nos enquêtes de terrain durant le mois de mai 2019, parce que c'est tout un dossier qu'on a fait durant tout ce mois-là. Ce qui s'est dégagé, c'est que les acteurs ne se sont pas sentis aussi impliqués dans la chose. Vous voyez, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est comme si il y a deux postures au fait. Il y a deux postures. La première posture, c'est la posture de quand je participe à quelque chose, je me sens intéressé à cela, je m'engage à cela et j'en assume les responsabilités. Mais la seconde posture, c'est quand, c'est l'État qui a décidé sa chose. Hein. Bon, nous en a parlé comme ça. Ils ont le choix. Si l'État décide, eux, ils sont là pour servir. Si l'État décide, c'est vrai, on est tous obligés de suivre. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment l'implication qu'il faut? C'est ça, au fait, le problème. Donc, avec l'éducation à la santé sexuelle, c'est une bonne initiative et c'est grâce à eux-mêmes surtout que là, les chiffres, vous avez avancé 1200 tout à l'heure. Mais et en 2017-2018, c'était puisque ça c'était pratiquement le double, voire même le triple. Et c'est grâce aux actions de l'INIFR que cela a fortement baissé. Voilà, on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais cela a fortement baissé. Et donc, c'est une bonne initiative, mais il faut véritablement associer les acteurs. Comment est-ce qu'il faut associer les acteurs à la base? Je ne sais pas. On prend une décision. Je prends par exemple, le cas par exemple, vous voyez, pour Éducation qui a par exemple suivi l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation, vous voyez, ça a été toute une dynamique, vous voyez, c'est toute une dynamique. Et quand vous prenez les chiffres du secrétariat technique permanent du PDDSE par exemple, vous voyez, vous allez pratiquement retrouver chaque organisation là-dedans, vous voyez. Et donc, avec le programme d'éducation à la santé sexuelle, quand nous avons fait nos enquêtes de terrain, certaines personnes se sont senties un peu exclues. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on nous en a parlé, mais on regarde ces choses-là à distance. Vous voyez, non, on le prend. Mais vous pensez que l'introduction de l'éducation sexuelle à la santé sexuelle à l'école pourrait régler, en tout cas aider à régler, à diminuer le taux de grossesse, les cas de grossesse à l'école? Oui, ça l'a déjà fait. Je l'ai dit. Les statistiques de 2017 et 2019... Vous pensez que c'est ça qui a permis de baisser les cas? Ils ont vraiment eu de l'impact. Cela a vraiment eu de l'impact, c'est vrai. Il y a l'INIFR qui a agi, mais il y a aussi les organisations comme celle de Madame, par exemple, qui vraiment ont mouillé le maillot pour que cela se fasse. Donc, les chiffres ont fortement baissé. Mais à côté de cela, il faut véritablement que, et moi je le dis toujours, les premiers acteurs, c'est toujours la famille. Tout part de la famille. Et donc, nous allons beau instituer l'éducation à la santé sexuelle, mais si dans les familles, les parents ne se sentent pas concernés par l'éducation de leurs enfants, je pense que ce sera comme... on n'aura pas l'impact qu'on veut, au fait. On n'aura pas l'impact qu'on veut. Alors, Isabelle, l'éducation à la santé sexuelle est une très bonne solution. En tout cas, ça a fait ses preuves selon Djei. Vous êtes pour ou contre?
Je suis pour. Comme il a souligné, tout part de la maison. Les parents ont un grand rôle à jouer, mais c'est vrai qu'il a parlé d'implication aussi. Il faut impliquer tous les acteurs, mais ce n'est pas évident parce que beaucoup sont réticents. Les leaders religieux, surtout, on pense que c'est pour que cela va contribuer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la dépravation des enfants. Si je prends par exemple... En fait, sur la question, par exemple, de la planification familiale, l'utilisation de la contraception, les leaders religieux sont divisés sur la question. Il y en a qui sont pour l'usage des méthodes contraceptives par les adolescents et jeunes, mais il y en a qui prônent l'abstinence, qui sont carrément contre, parce que pour eux, c'est un moyen de dépravation des jeunes. Donc, moi, je pense qu'on n'aura pas forcément... tout le monde ne va pas adhérer, c'est clair. Tout le monde ne va pas adhérer, mais si on va... Justement. Mais les conséquences sont là. Si on va attendre tout le monde, on ne va pas y arriver, comme vous l'avez dit. Alors, l'autre problème également qui est... Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est vrai que si on veut attendre tout le monde, on ne va pas y arriver. Mais déjà, la démarche, c'est déjà... cela intéresse tout le monde. Exactement. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille. Même les parents, même dans certains cas, et même dans beaucoup de cas, les parents même ont parfois besoin aussi d'informations sur ce domaine. Et il faut peut-être commencer par les parents. Déjà commencer par les parents, leur dire voilà comment vous devez en parler à vos enfants. C'est comme par exemple éducation. Toujours quand on était sur le terrain. Mais la fille vous dit que bon, moi j'entendais la chose, mais je suis allé en parler avec maman, elle m'a carrément rabroué. Voilà, elle m'a dit bon, quand tu auras tes premières règles, tu vas venir. Ok, les premières règles sont arrivées aussi, maman, bon, elle a tourné, puis bon, elle m'a encore rabroué. Donc bon, je suis allé à la découverte de la chose et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une grossesse. Si vous le permettez, je vais abonder dans le même sens que mon confrère. Pour dire que les parents aussi ont besoin de l'information, de la bonne information, parce qu'ils ont été aussi éduqués dans un contexte où le sexe est tabou. Ils ont été éduqués dans ce contexte-là, donc du coup, eux-mêmes, ils n'ont pas l'information, la bonne information, ils ne savent pas comment parler sexe avec l'enfant. Donc, c'est très important, il va falloir aussi, sensibiliser également les parents. Davantage les parents sur comment dialoguer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un guide sur le dialogue parent-enfant, donc là, à ce niveau-là, c'est une avancée qu'on doit saluer. Alors l'autre chose que j'allais évoquer, c'est également l'impunité qui règne un peu dans ce milieu-là. La plupart des hommes qui se permettent d'engrosser les filles ainsi ne sont pas inquiétés. Très souvent, ils ne sont pas inquiétés. C'est la fille qui se retrouve à être déscolarisée. Oui, malheureusement. C'est vrai que... Bon, est-ce qu'on va... Impunité... oui, parce que c'est un problème. Les tests ne sont pas appliqués dans les normes. Au fait, c'est d'abord... qui sont les principaux auteurs? C'est ça. Qui sont les principaux auteurs? Ce ne sont pas les enseignants. Non, il y a quelques enseignants. Vous avez évoqué des hommes. Et le nombre même d'enseignants impliqués dans la chose est pratiquement marginal. Vous voyez. Mais c'est qui? C'est le vitrier du quartier, c'est l'apprenti mécanicien, c'est le menuisier. Pourquoi vous voyez ces petits métiers, comme on le dit là, ce métier-là de l'artisanat. Pourquoi? Parce que les filles, déjà, elles sont dans un environnement, parfois, elles manquent du minimum pour aller à l'école. Et donc, de temps en temps, quand ça ne va pas, c'est lui qui glisse les 100 francs, les 200 pour aller à l'école. Donc, lui aussi profite de la chose. Voilà. Donc, dans une certaine mesure, si ce sont des personnes qui sont majeures, bon, on pourrait peut-être parler de détournement de mineurs, par exemple. Mais si c'est l'apprenti, lui aussi, le voyez, c'est pratiquement la même tranche d'âge. Donc, impunité, du côté des enseignants, je crois que l'impunité, quand même, ça... Le bras vraiment de l'État agit beaucoup parce que les textes, les normes édictées par le ministère de l'enseignement secondaire et tout ça, le ministère est vraiment intraitable là-dessus. Quand on sait que c'est l'enseignant qui a fait ça et il est vraiment intraitable. Mais l'autre aspect de la chose, c'est quand vous allez dans certains milieux, par exemple, qu'on sait que bon, c'est l'enseignant qui l'a fait et que les parents eux-mêmes sont complices de la chose. L'enseignant passe à la maison et puis bon, voilà, c'est moi, j'ai fait ça, mais ne dites rien. Tout ça. Donc, on dit simplement à la fille de rester à la maison et puis bon, voilà. Donc l'enseignant comme ça n'est pas inquiété. Et une fois de plus encore, comme je le dis,
c'est toujours la famille. C'est ça. C'est toujours la famille. C'est ça. Alors, l'absence de sanction, c'est vrai que Adjaye le disait, hein, on sanctionne, mais pas, c'est-à-dire c'est beaucoup plus les jeunes du quartier qui s'adonnent. On ne peut pas vraiment les sanctionner. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Les auteurs ne sont pas toujours... dans le monde scolaire, les auteurs sont parfois... des artisans du quartier, des apprentis artisans et autres. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a aussi une fuite de responsabilité de certains parents. Je donne un exemple, une fille qui qui veut faire la lessive et qui demande de l'argent à ses parents pour acheter du savon. Les parents disent débrouille-toi. Elle va faire comment? Donc, si l'apprenti vitrier du quartier lui donne 200 francs par moment, oui, ça va continuer comme ça. Et il va toujours demander quelque chose en retour. Il va toujours demander quelque chose en retour. Donc, c'est en fait, il y a une fuite de responsabilité des parents, il faut l'avouer. C'est vrai, il y a la pauvreté, on nous dira que c'est parce que les parents, eux aussi, ils n'en ont pas, ils n'ont pas les moyens. Oui, c'est vrai, mais on fait les enfants, quand on fait des enfants, on s'en occupe. C'est ça. Et aussi, on fait les enfants en fonction de ses moyens. C'est très important. C'est très important aujourd'hui, la planification familiale. Il faut faire des enfants au moment voulu, en fonction de ses moyens. C'est très important. Il faut cesser de dire il n'y a de richesse que d'hommes. C'est vrai, mais quand on n'a pas les moyens de s'occuper de 10 enfants, on ne peut pas faire 10 enfants. Alors, on va finir là-dessus. C'est également la responsabilité du Conseil national de l'éducation. C'est un conseil qui a été mis en place et qui est chargé d'implémenter la direction que doit suivre le secteur éducatif au Bénin. Sur cette question-là, sa responsabilité devient grande. Bon, sur cette question-là, comment je regarde le secteur, le Conseil national de l'éducation, ce sera peut-être d'agir sur le contenu des programmes, par exemple. Sur ce plan-là, je pense que le Conseil aura peut-être son mot à dire. Mais vous voyez, le Conseil n'est pas sur le terrain. Le Conseil n'est pas sur le terrain. C'est l'information que les différentes structures vont remonter au Conseil, que le Conseil pourra analyser. Et donc, le plus important, c'est ceux d'abord qui sont sur le terrain. Les différentes structures qui sont sur le terrain, par exemple avec l'UNIF qui a ses actions. Ensuite, bien les différentes organisations de la société civile, comme aussi l'ONG Éducation qui fait aussi son travail dans ce domaine-là. Et c'est à partir de cela que quand on remonte les informations au Conseil, le Conseil saura maintenant comment tirer le bon grain de livret et comment mettre en place quelque chose de crédible. Mais à côté de cela, l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que il faut que nous sachions aussi dans notre pays aussi regarder notre éducation traditionnelle. Vous voyez, quand on faisait par exemple ce dossier-là sur l'éducation à la santé sexuelle courant mai 2019, c'est en ce moment-là que j'ai appris que même dans nos traditions aussi, il y a une forme aussi d'initiation aussi de la jeune fille pour qu'elle puisse se prendre en charge, pour qu'elle puisse prendre en charge sa sexualité et pour qu'elle puisse prendre aussi en charge sa famille. Mais vous voyez, quand on regarde autour, c'est comme si l'impression que parfois on a, c'est comme si on attend que les choses nous tombent sur la tête de l'extérieur et puis on se contente simplement d'appliquer. Non, on peut aussi jeter aussi le regard vers notre éducation traditionnelle et voir là-dedans, mais qu'est-ce qui est bon là-dedans qu'on prend et qu'on implémente peut-être dans un programme d'éducation à la santé sexuelle. Pourquoi pas? C'est aussi faisable. Voilà. Isabelle, d'où l'importance d'associer tous les acteurs. Parce que les leaders traditionnels peuvent dire nous on propose telle chose dans la tradition, il y a déjà quelque chose qui se faisait, donc on peut chercher la manière de l'intégrer, donc c'est un peu ça. Donc le Conseil national de l'éducation, comme il a dit, c'est déjà de voir de trouver la formule pour intégrer l'éducation. C'est vrai que quelque chose se fait déjà pour renforcer ce qui est déjà fait. C'est très important. C'est vrai parce que le phénomène continue de prendre de l'ampleur et il a beaucoup de conséquences. Nous n'avons pas eu le temps de parler des conséquences, mais les conséquences sont énormes. Tout à fait. Merci à vous, chers confrères Isabelle Oshumare, Adjaye Bonon. Merci d'être passé sur ce plateau. On installe à présent le dossier de la semaine. On parle à présent de la responsabilité sociétale d'une entreprise, un concept assez récent en Afrique, mais qui constitue une opportunité énorme pour les entreprises. De quoi s'agit-il concrètement? On en parle après cette interview.
On a eu une évolution, ça devrait être le principe de base. Beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se créent définissent, on va dire, leur vision et leur objectif aussi en concordance avec les résultats attendus d'une implication de la RSE. Toute entreprise doit avoir une démarche, au moins une démarche. Un plan, je ne sais pas, mais au moins une démarche RSE pour préserver l'environnement, développer, faire émerger la classe la plus basse et puis faire développer les personnes en zone rurale. On n'a pas de plan RSE, mais nous avons une démarche RSE. Nous avions une démarche RSE depuis le départ. Donc la première démarche, en fait, pour nous, c'était de travailler avec les producteurs ruraux. Ensuite, la deuxième démarche, c'était de pouvoir aider les autres entrepreneurs locaux à éviter de rencontrer les mêmes problèmes que nous avons rencontrés dès que nous nous sommes lancés dans la transformation agroalimentaire. On fait beaucoup d'actions, non seulement d'ordre social, mais également sur le plan de l'environnement. On a investi plus d'1 milliard de francs CFA dans plusieurs installations afin de minimiser l'impact environnemental. Comme je l'ai dit, toute activité génère un impact. Maintenant, positif comme négatif, mais le but c'est de pouvoir transformer cet impact négatif ou du moins le limiter en un impact positif. Généralement, les gens se disent que c'est quand on a faim qu'on pense. Quand on a faim, on ne pense pas à ces choses-là. Quand on a faim, on pense à se nourrir. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'attendre d'être rassasié avant de commencer par avoir une démarche RSE. La démarche RSE, c'est dans les petits choix du quotidien. La démarche RSE, par exemple, c'est de choisir de porter une fois par semaine un tissu local ou d'aller chez le tailleur au lieu d'aller à la friperie. C'est simple, hein? Il faut un cadre. Dans un premier temps, il faut une charte RSE où non seulement les différentes associations, entreprises, mais bien sûr aussi le gouvernement qui a un rôle clé, souhaite vraiment s'y conformer, et après peut-être le gouvernement ou des mesures incitatives qui pourront y découler. Et pourquoi pas la création d'un label pour inciter aussi d'autres entreprises à participer ou du moins à intégrer ces valeurs RSE dans leur politique. Ça existe, il me semble, dans d'autres pays africains, je sais pour le Maroc, bon aussi en Europe, où on pourrait amener ces entreprises comme une certification ISO, mais là, dans le cadre de la RSE, à y participer. Et aussi, au final, c'est quoi? C'est de voir comment améliorer l'ensemble des procédures et comment apporter une valeur ajoutée, non pas seulement pour l'entreprise même et ses actionnaires, mais également pour l'ensemble des parties prenantes. Et voilà, pour aborder la RSE, nous sommes ce matin avec Léon Anjorin-Koboudé, expert en communication et responsabilité sociétale de l'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et Rodrigue Bababoueto, comme tous les dimanches, s'est déjà installé pour conduire. Nous sommes encore là ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, le site Wikipédia définit la responsabilité sociétale des entreprises comme la prise en compte par ces dernières sur base volontaire et parfois juridique des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Léon Koboudé, vous êtes expert en la matière. Cette définition peut paraître lourde pour les téléspectateurs. Comment la comprendre de façon simple? Je vous remercie. Oui, effectivement, c'est une définition assez générale. Oui. Pour être plus explicite, on peut dire, comme d'ailleurs le définit la Commission de l'Union européenne, que la RSE, c'est l'intégration des préoccupations environnementales, sociétales, sociales aux activités de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que l'entreprise qui a d'abord à la base une vision lucrative, qui a pour objectif de faire du profit, que l'entreprise ne peut plus et ne doit plus d'ailleurs se focaliser seulement sur cet objectif. Elle doit également se préoccuper du développement social et environnemental du milieu, du territoire sur lequel elle opère. Et ça veut dire que ces activités ne doivent pas détruire
ce territoire. Ces activités ne doivent pas être nocives à l'environnement du milieu. Donc, c'est bien sûr un ensemble d'actions que l'entreprise doit mener pour atteindre ses objectifs. Et c'est tout ça qui est regroupé sous le vocable de la RSE. Alors, dans vos propos, vous parlez de devoir de l'entreprise. Pourquoi justement en arriver à obliger l'entreprise à prendre en compte tout cela? Alors, disons clairement les choses. À la base, la RSE est une démarche volontaire. Mais on a dû expliquer aux entreprises que si vous adhérez à cette démarche volontaire, vous allez aussi gagner, puisque il ne sert à rien pour l'entreprise de détruire l'environnement dans lequel elle opère, puisque si les consommateurs sont malades, ne sont plus bien, ils ne vont plus acheter ces produits. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de leur démontrer que la démarche, elle est volontaire, mais qu'elles-mêmes, ces entreprises, peuvent en tirer une opportunité économique. Je vous donne un exemple tout simple. Une entreprise qui est, par exemple, dans l'exploitation du bois, qui fabrique des meubles et tout. Si cette entreprise n'a pas une politique RSE qui contribue au reboisement, par exemple, et qui contribue bien sûr à l'équipement des ouvriers qui sont dans cette activité de bois, cette entreprise, par son activité, elle finira par détruire ce qui est sa matière première. Et je peux donner l'exemple aussi d'une brasserie. Quand une brasserie ne traite pas bien ses déchets, évidemment, c'est des problèmes environnementaux pour le milieu. Mais en revanche, si elle a une bonne politique environnementale, elle a une bonne politique RSE, d'abord, elle garantit franchement sa matière première, elle se fait respecter par les consommateurs et par les autres parties prenantes, et aussi par rapport à d'autres nouveaux marchés sur lesquels cette entreprise peut aller. Je pense qu'elle viendra avec un label de respect, de qualité et de RSE qui pourra la positionner. Donc, franchement, la RSE est une belle opportunité économique pour les entreprises si elles arrivent à bien la définir après un diagnostic professionnel. Mais est-ce que la RSE ne vient pas un peu en conflit avec le rôle des gouvernants? Non, mais je crois que le fait de dire que la RSE est une démarche volontaire, c'est aussi pour laisser à l'entreprise plutôt le temps de réfléchir pour voir sur quel axe de la RSE elle peut agir pour être en conformité avec le cœur de son métier. Nous, on a organisé il y a 2 semaines les rencontres de la RSE et Canal+ nous a expliqué sa politique RSE. Elle consiste en la formation. Elle considère qu'elle est dans le domaine de l'audiovisuel et que pour aider les professionnels à être toujours performants, elle fait de la formation gratuite. La formation gratuite? Oui, de la formation gratuite aux réalisateurs, aux cadreurs, aux metteurs en scène, tout ça, pour montrer qu'il y aura toujours de la compétence qui sera renouvelée. Vous avez d'autres entreprises, par exemple, qui sont dans la production de liqueurs, voilà, au niveau local. Mais Madame Adekambi nous a expliqué qu'elle essaie de former les producteurs locaux pour que ces producteurs-là puissent plutôt lui fournir en retour des matières premières comme le solabi, comme les fruits séchés et tout. Donc, c'est-à-dire que la définition d'une politique RSE doit être en lien avec le cœur de métier, avec l'environnement et aussi avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, dites-nous, dans la sous-région, depuis quand est-ce que justement cette méthode est appliquée dans des entreprises? Alors, depuis, je vais dire, une décennie à peu près, on a constaté, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un peu plus loin chez nous, je vais dire le Maroc, qu'il y a franchement, au niveau des patronats de ces entreprises, de ces pays plutôt, une vraie volonté de former les chefs d'entreprise, une vraie volonté d'aller ensemble à des démarches RSE
convaincante. Parce que si les chefs d'entreprise ne sont pas convaincus, on ne peut pas espérer une RSE vraiment efficace, qui soit vraiment au service de l'entreprise et de la communauté. Et donc, on a constaté que, par exemple, au Sénégal, c'est le patronat qui a pris le lead tout de suite de la RSE il y a près de 12 ans ou 13 ans et qui a formé ses membres et qui a fait aussi le plaidoyer au niveau de l'État pour qu'on avance progressivement vers une charte RSE. Et donc, au Bénin, on constate qu'effectivement, tout récemment, le patronat béninois a pris vraiment la chose au sérieux. Il y a eu des rencontres avec certaines chambres. Absolument. Donc, la chambre, je veux parler du patronat, a déjà travaillé beaucoup sur un projet de charte RSE qu'il va proposer aux chefs d'entreprise. Et donc, après, il y a aussi le ministère du Développement qui a une direction qui travaille sur la question. Donc, je crois que l'un dans l'autre, on ira vers une sorte de plateforme où les acteurs majeurs de la RSE doivent se retrouver pour harmoniser leur point de vue, pour harmoniser ce qu'ils ont déjà comme démarche ou bien charte, afin qu'on aille vers une charte unique de la RSE au Bénin. Alors, faut-il nécessairement qu'une décision soit prise au niveau étatique, au niveau des gouvernants, avant que les entreprises puissent réellement adopter cette politique? Oui, c'est une possibilité, mais vu l'expérience dans d'autres pays, comme le Sénégal et le Maroc que je citais, c'est-à-dire que quand les entreprises sont déjà convaincues de la chose, c'est plus facile pour l'État d'intervenir et de fixer le cadre réglementaire. Alors, comment est-ce qu'on peut, par exemple, fixer cette charte de la RSE établie dans d'autres pays? C'est déjà en cours au Bénin. Vous avez le patronat qui a travaillé sur un projet de charte qui sera adopté d'ici à là. Vous avez aussi le ministère du Développement qui est en train de finaliser une charte. Ce qui est sûr, on aura une conjonction des forces pour qu'on aille vers une charte unique de la RSE au Bénin, et à partir de laquelle l'État peut maintenant fixer un cadre réglementaire avec une politique nationale de la RSE et avec, bien sûr, le soutien du patronat et d'autres chefs d'entreprise. Alors, ce faisant, est-ce à dire qu'on pourrait arriver à avoir une RSE propre à chaque pays ou à chaque région? Ah oui, parce que la définition de la RSE que vous avez donnée au départ bien sûr, de notre entretien, même la définition que moi-même j'ai donnée, c'est des définitions tout à fait génériques ou générales, si on peut parler ainsi. Chaque pays doit adopter la RSE qui convient à son contexte économique, social et culturel. Ouais, je vous donne un exemple. En France, notamment, la RSE est très présente dans les entreprises. Et la question de la diversité, la question, je veux dire, du travail des homosexuels est une question préoccupante. Alors en Afrique et notamment au Bénin, ce n'est pas une question qui nous préoccupe. Mais en revanche, nous avons d'autres thématiques comme l'égalité professionnelle hommes et femmes. Nous avons d'autres thématiques comme la gouvernance, nous avons d'autres thématiques comme le développement durable, la protection de l'environnement. Ces thématiques vont davantage nous préoccuper parce que notre contexte local l'impose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque pays, sa RSE, sa politique RSE, compte tenu de son contexte, compte tenu également des objectifs stratégiques. Mais est-ce que la création des fondations par les entreprises répond à la démarche RSE? Parce qu'on voit souvent des entreprises qui créent des fondations, qui font des œuvres sociales. C'est une excellente question, parce que ces fondations souvent sont dans ce qu'on appelle le mécénat. C'est-à-dire que quand on voit un grand opérateur mobile, je ne vais pas citer son nom, aller offrir des livres, masques, par exemple, des masques, tout ça. Oui. En fait, c'est une partie de la RSE, mais vraiment une infime partie, parce que
la RSE a plusieurs piliers. Vous avez le pilier du développement durable, le pilier de la bonne gouvernance, de l'éthique et tout ça. Donc, le mécénat n'est qu'une partie de la RSE. Évidemment que quand la fondation d'une entreprise va faire des dons, c'est une très bonne chose pour la réputation de la marque. Mais la RSE n'est pas seulement une question de réputation de marque. Il faut que ça ait un impact. Bien sûr, il faut que ça soit directement en lien d'abord avec le cœur de métier de l'entreprise et qu'elle puisse avoir un impact sur les communautés. Alors, un entrepreneur qui nous suit, qui suit cette émission par exemple et qui vous entend parler de la RSE et qui désire l'intégrer dans son entreprise, comment doit-il s'y prendre ? Alors, on pense souvent que la RSE doit être une question réservée aux grandes entreprises. Et effectivement, quand on fait la typologie des entreprises au Bénin, par exemple, qui sont dans une RSE efficace et agissante, on voit plus les filiales des firmes internationales. Alors, ça ne doit pas nous faire oublier que même une PME peut avoir une démarche RSE à sa taille. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par se poser les bonnes questions, faire appel à un consultant RSE qui vous aide à faire un pré-diagnostic et après un diagnostic. Et sur la base de ces résultats, vous allez bien sûr définir maintenant votre politique RSE et votre plan d'action qui doit vous aider à opérationnaliser cette politique RSE. Donc, ça veut dire que n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité, son cœur de métier, elle peut avoir une démarche RSE à sa taille et aussi une démarche RSE qui doit constituer, je crois d'ailleurs, une opportunité économique pour elle. Moi, quand je conseille les entreprises, je leur dis ne tombez jamais dans le piège du tout mécénat. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est seulement quand on vous sollicite pour aller distribuer des cahiers ou bien pour aller secourir des populations en détresse que vous intervenez. Non, c'est un gros piège. Ce qu'il faut faire, c'est avoir sa politique RSE, savoir que dans cette politique, il y a une dimension de mécénat. Voilà. Maintenant, quand on vous sollicite et que la sollicitation ne cadre pas avec votre politique RSE, vous êtes en droit de ne pas donner une suite favorable. Donc, je crois que c'est aussi important vraiment pour les entreprises de ne pas tomber dans ce piège du tout mécénat qui les amène à financer parfois des actions sociales qui ne cadrent pas du tout avec leur cœur de métier. Alors, un pays, une nation dans laquelle toutes les entreprises présentes font application justement de la RSE, quel impact sur l'économie de ce pays-là? L'impact est déjà sur la croissance de cette entreprise parce que une entreprise qui a une politique RSE lisible, fiable et quantifiable, je peux vous dire qu'au plan international, elle peut avoir de nouvelles parts de marché. Parce que aujourd'hui, la question de la RSE est une question bien regardée, notamment au niveau de l'Europe. Aux États-Unis, n'en parlons pas, mais déjà au niveau de l'Europe, quand vous avez une certification RSE aujourd'hui, je crois que vos opportunités se multiplient par 1000 en Occident. Voilà, les investisseurs sont convaincus du travail que fait votre entreprise. Et aussi, ça montre aussi le sérieux à travers ce que vous faites et d'autres investisseurs peuvent venir rentrer dans votre capital et donner un coup de main quand même à la croissance de votre entreprise. Donc, la RSE est d'abord une opportunité économique pour l'entreprise, mais il faut qu'elle soit bien définie, bien structurée et être accompagnée d'un plan d'action qui est convaincant. Et justement, à vous suivre, on a l'impression que la RSE s'allie bien avec les objectifs de développement durable. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que les 17 ODD prônent le développement durable, prônent le travail qui respecte les populations et l'environnement. Donc évidemment, tout ça la s'allie
à la RSE. Et donc aujourd'hui, quand une entreprise intègre les ODD à sa stratégie RSE, je pense que ça lui permet de faire une bonne cartographie de ses actions, ça lui permet même de faire des choix, parce qu'une entreprise ne peut pas prendre tous les 17 ODD. Ce n'est pas évident, il vaut mieux prendre quelques-uns sur lesquels vous travaillez fortement. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui ont compris ont pu faire le lien, ont pu intégrer à leur stratégie RSE, bien sûr, quelques ODD qui cadrent avec leur cœur de métier, qui cadrent avec leur vision de la RSE. Évidemment, les exemples que je cite là, c'est des exemples malheureusement qui ne sont pas ici, qui, bien sûr, cadrent avec des entreprises européennes. Donc, pour répondre vraiment à votre question, on peut intégrer les ODD à une stratégie RSE à la seule condition que ça doit se faire toujours avec le souci de rester au cœur du métier de l'entreprise. Très bien. Léon Anjorin-Koboudé, je rappelle que vous êtes expert en communication RSE. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et bien, mesdames, messieurs, si vous êtes chef d'entreprise, vous savez désormais quoi faire pour avoir 1001 opportunités de faire croître votre projet, votre entreprise, votre structure. Ulvaïs Balogun, je crois qu'on en sait désormais plus. Et vous avez oublié quelque chose, si l'entreprise est grande, eh bien, forcément, les impôts, l'État, les caisses de l'État seront bien renflouées. Et bien sûr, ça, c'est important de le rappeler également. Ben, c'est pour cela que ce serait très intéressant que l'État aussi fixe les règles, le cadre réglementaire de la RSE. Comme justement, c'est en train d'être fait. Pour mettre aussi en place des mesures incitatives à l'endroit des entreprises qui auront une vraie démarche RSE, puisque la RSE, in fine, sera une contribution au développement du pays. Absolument. Merci à vous, Rodrigue, et votre invité, Léon Anjorin-Koboudé, LAC, journaliste, expert communication et RSE. Ce sera tout pour Week Eco de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.